Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous l'entendez dans ma voix, l'enthousiasme pour nos sujets d'aujourd'hui? On va parler d'astrologie, je n'y crois pas du tout, et de chansons de Noël. Je n'y crois pas non plus. Mais moi, je suis toujours un esprit ouvert, puis j'ai envie de partager ça avec vous. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir Maryse Le Tart, qui a fait, il y a quelques années de ça, un album de Noël qu'on continue encore à écouter, pas juste au Québec, mais partout à travers le monde. Donc, on va finir l'émission avec elle en chansons, en musique, rendant hommage aux chansons de Noël, aux classiques. Mais d'abord, on va commencer l'émission en parlant d'un sujet qui est l'astrologie. Alors, quand c'est la fin de l'année comme ça dans les magazines, pas juste dans les magazines féminins, mais dans les magazines en général, on se penche sur l'année qui s'en vient. Puis là, on a le droit à chaque fois à l'astrologie, ce que nous prépare l'année qui s'en vient. Je me suis dit, on va se livrer, nous aussi, à l'exercice. Et après, on va faire un débat avec un journaliste scientifique qui, lui, croit pas ça, pas toute l'astrologie. Mais moi, tout le long de l'émission, j'ai envie de vous entendre. Stéphanie, tu nous fais la grande gentillesse de nous accompagner pendant cette émission-là. Mais avant de parler à Alexandre Aubry, j'aimerais ça avoir ton opinion. Toi, d'abord, t'es quoi? T'es une scorpion, poisson? Bélier. T'es bélier. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que ça fait une différence? En fait, la différence que je veux apporter, c'est que, par exemple, je ne crois pas à l'horoscope du jour, tu sais, ce qu'on va lire, par exemple, dans les journaux ou dans le Journal de Montréal, il y a la section, puis là, tu sais, ça dit un peu à quoi t'attendre pour ta journée. Ça, je n'y crois pas. Par contre, je pense que l'astrologie, c'est-à-dire que notre signe apporte des traits de caractère. Ça, je pense que je peux y croire. Tu sais, que par exemple, les béliers, c'est des fonceurs. Les balances, ils savent pas trop des fois se décider. Ils ont de la misère. Ils balancent. Fait que je pense que on a certains traits de caractère qui viennent avec notre signe. Ça, je peux y croire un peu. Bon, d'accord. Mais en tout cas, si tous les béliers sont aussi charmants que toi, je pense que j'aime beaucoup ce signe-là. Alors, évidemment, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler pour participer au débat. Et on va commencer, justement, avec Alexandre Aubry. Alors, je tiens dans mes mains l'Aubry 2025, parce que vous en faites un chaque année, bien Alexandre. Comment vous réagissez quand vous entendez, par exemple, Stéphanie Villeneuve, ma collègue, qui dit « moi, je crois qu'il y a des caractéristiques, mais au jour le jour, plus ou moins. » En fait, il y a tout de même une certaine généralité qui ne vient pas rejoindre tout le monde. J'ai eu quand même, à travers toute ma carrière, la chance de faire énormément d'horoscopes. J'en ai fait énormément aussi au quotidien, notamment dans une autre station pendant 7-8 ans. Et j'ai eu énormément d'appels me disant « Je suis épaté, c'est ton horoscope qui me rejoint tous les jours. Je m'y retrouve. » Il s'identifiait à ça. Oui, il se reconnaissait là-dedans. Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Alors, moi, ça me fait plaisir. Je veux dire, c'est très agréable. En fait, il y a une technique derrière tout ça qui se travaille. Et si on l'applique avec minutie, on le travaille dans les règles de l'art, ça devrait tout de même, la généralité, nous rejoindre assez bien. Alors, on vous a lancé un défi, Alexandre, parce qu'on va évidemment parler des prédictions générales pour 2025. Je suis sûre que vous êtes tous suspendus à nos lèvres, ou enfin à vos lèvres, mais on vous a lancé le défi. Mon collègue à la recherche, Hugo Veilleux, vous a donné ma date de naissance, mon ascendant. On essaye de deviner, je dois être née vers 21h à Bordeaux, en France. Je dirai pas ma date en ondes, mais vous la savez, et vous m'avez préparé ma carte du ciel. Oui. Moi, je pensais que ça allait être des petits gribouillis comme ça sur un papier. Pas en tout. Vous permettez? Je vais juste montrer ça à l'écran pour tous les gens qui nous regardent à la télé, puis je vais le décrire pour les gens à la maison. Donc, il y a vraiment plein de signes kabbalistiques. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
il y a plein de signes, puis avec des barres, puis c'est vraiment, là, j'ai l'impression que c'est un truc de la NASA que vous m'avez préparé, Alexandre. C'est tout simplement le dessin du ciel au moment de votre naissance, Sophie. Alors, évidemment, ce que ça correspond, Scorpion, ascendant Cancer, tout d'abord, le Scorpion, il est né fondamentalement pour affronter l'adversité dans la vie. Oh mon Dieu, que ça me ressemble pas, cette affaire-là! Oh là là! Vous avez tout un rôle public à jouer. Et votre soleil, au moment de votre naissance, était conjoint à Neptune, qui amène une planète associée au monde du poisson. Donc, beaucoup de traits caractéristiques associés au poisson. La générosité devrait faire partie de votre ADN, chère Sophie. Ben, je regarde mon rapport d'impôt chaque année. Je trouve que je suis pas mal généreuse avec l'impôt. Oui, en effet. Excellent. Et évidemment, l'ascendant Cancer apporte souvent une indication de quelle vie qui nous est proposée tout de même. Et ça donne quand même une symbolique où le mot famille prend quand même une place assez importante. Mais en même temps, votre soleil est placé dans la maison 5 qui invite à penser aussi au côté lion. Alors, de là, toute cette notoriété publique dont vous bénéficiez. Alors, ça, c'est drôle parce que Richard est lion. Oui, tout à fait. Et le monde du lion, en fait, juste pour donner... Oui, mais j'ai eu des chums avant. Là, je m'excuse de vous l'annoncer, mais j'ai eu des chums avant. Richard, c'était pas des lions, mais je m'entendais bien avec. Oh, ça veut pas dire que ça allait bien, nécessairement. Okay. En fait, juste pour y aller en toute simplicité, il y a 12 signes sur le zodiaque, 12 mois dans l'année. On ressemble étrangement à ce à quoi la nature avait l'air au moment de notre naissance. Alors, pourquoi le lion se démarque? Il s'agit du mois milieu de l'été. Un mois qui se démarque qui se démarque des autres. Et pourquoi le scorpion est celui qui doit faire face à l'adversité? C'est le mois où, fin octobre et novembre, où la nature s'écroule. Alors, inévitablement, l'individu né dans cette période... Faites attention, vous me regardez et vous dites, vous êtes le signe de la nature qui s'écroule. Exactement. Oui, mais ça donne à l'individu une force extraordinaire, justement, pour traverser cette situation problématique, trouver des solutions. D'ailleurs, à la blague, quand je présente les 12 signes, je dis toujours les scorpions, eux, ils cherchent le trouble. Mais les solutions, ils cherchent des solutions. Ouais, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Donc ça, ce serait théoriquement ma carte du ciel. Oui, tout à fait. Est-ce que, en regardant ça et tous vos signes, vous êtes capable de me dire, par exemple, pour les scorpions ascendant Cancer, si 2025 est une bonne idée? Parce que c'est ça l'idée aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. On veut parler de l'année 2025. Exactement. Ce qui est clair, c'est que les derniers mois ont peut-être été un peu confus, mais une chose est sûre, ça va se dissiper. Confus? Oui. Ils ont été difficiles, exactement. Ils ont été ardus, ils ont été pénibles. Je voulais pas aller dans ce sens-là. Mais une chose est sûre, Jupiter, qui est une planète très importante sur un peu notre cheminement annuel, si on veut, en fait, une partie du cheminement, s'installe à votre ascendant à compter de l'été prochain. Et là, ça amène une réalité beaucoup plus dynamisante. Et on aura parallèlement aussi un bel aspect avec Saturne dans le ciel qui devrait vous amener à probablement décrocher une position encore plus intéressante ou du moins de vivre de nouveaux projets qui seront là pour durer. OK. Alors, à peu près quel mois? On parle de l'été prochain, là. Donc, l'été prochain. Attendez-vous à avoir des contrats extraordinaires. Ben, j'en ai déjà un. Je suis animatrice à Cube. Que demander de plus? Ne vous en faites pas, la vie le sait. Et chroniqueuse au Journal de Montréal. Alors, donc, Stéphanie, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu regardes ça aller. Est-ce que tu trouves que ça correspond un peu à ma nature que tu connais quand même? On se côtoie tous les jours. Ben, je veux dire, c'est vrai que, tu sais, t'aimes ça brasser un peu les idées. Un peu. Mais en même temps, tu sais, t'as cette force-là, comme Alexandre le dit, que, tu sais, le mois de novembre, c'est que tu renais un peu à travers la nature morte. Tu sais, t'as cette force-là quand même d'avancer, là. Ouais. Donc, à date, moi, je trouve que c'est ressemblant. Ça va bien. Ressemblant. D'ailleurs, les béliers, c'est des fonceurs. Pourquoi? Parce que c'est le mois qui commence le printemps, le premier mois du printemps. La nature se met en action. Alors, ce sont des gens d'action, les béliers. Ils ne peuvent pas être passifs dans la vie. On fonce jusqu'à... Et pas très patient. Exactement. On fonce jusqu'à ce qu'on frappe le mur. Bon, alors, j'en apprends plus sur toi, ma belle Stéphanie Bélier. Donc, vous sortez ce livre-là. Vous gagnez votre vie et vous gagnez bien votre vie avec l'astrologie. Ça veut dire que les gens y croient, que les gens s'y intéressent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale pour les signes pour 2025? En fait, il s'agit effectivement d'une année assez particulière 2025. En deux temps, une première moitié d'année où c'est pas mal compliqué en raison du fameux carré Jupiter-Saturne qui dure depuis déjà quelques mois. Et on voit que tout le monde ne s'entende pas. Jupiter
se retrouve dans le Gémeaux, signe de la communication, mais il y a un carré avec Saturne. Alors, la communication, elle est plutôt difficile à soutenir, à maintenir. Et puis, l'ascendant Trump, vous le voyez où dans la carte du ciel? J'aurais tellement souhaité autre chose de ce côté-là. Mais bon, c'est une autre histoire. On s'écarte. Oui, exactement. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que... Donc, vous dites la première moitié de l'année risque d'être... à ressembler à la dernière moitié de 2024 concernant la confusion, concernant en fait le mauvais discours en quelque sorte. Et heureusement, ça devient tout autre chose en seconde moitié. Et dès l'été, le carré oui, c'est sûr, je vais avoir une grosse job l'été prochain et ça va bien aller pour tout le monde. Mais comment on peut avoir un changement si drastique après 6 mois? On suit le courant, là. Je suis les planètes. Moi, je suis pas là pour nécessairement les comprendre où on sent. Mais c'est ce que vous voyez quand vous analysez la carte du ciel. Et je suis très enthousiaste avec la deuxième partie de l'année où on va se retrouver dans une position beaucoup plus fluide, à peu près dans tous les niveaux qui viennent toucher à la corde sensible, à l'humanisme, à l'émotion aussi. Alors, je me dis, tout d'abord, ça pourrait être très intéressant sur un plan peut-être plus culturel, artistique. Donc, quelque chose qui vient faire vibrer davantage les gens, mais c'est positif. Alors, ce n'est pas nécessairement toute la propagande qui va prendre en charge finalement un monde qui, oui, peut-être plus passionné, mais on va se dire... Alors, de janvier à juin, ça va être... Pouette. Puis de juin à décembre, ça va être une année formidable, 2025. Exactement. Bon. Quand vous faites des prédictions comme ça, dans quelle mesure les gens, par exemple, peuvent vous revenir avec votre livre Horoscope 2024 en disant « Hey, Alexandre, c'est parce que tu m'avais promis, moi, que pour les cancers, ascendant, scorpion, Neptune, Jupiter, que ça allait bien aller. Puis finalement, ça s'est mal passé. » Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Hein. De toute façon, ce n'est pas une science, l'astrologie. C'est une technique. C'est une technique, c'est un art divinatoire, véritablement. Ouais. Et il y a effectivement place à beaucoup d'interprétations et dans quelle direction on se dirige. Parfois, ça peut toucher certaines personnes et d'autres non. Chose est sûre, c'est toujours avec la carte du ciel. Donc, tous les éléments, les éléments d'une naissance de quelqu'un, d'un individu. Et là, c'est beaucoup plus facile de comprendre d'où on est parti, où on en est et où on s'en va maintenant. Sur un plan plus global, évidemment, comme je disais, si les généralités touchent l'individu, ben là, je suis vraiment content. Et quand il y a un grand nombre à qui ça arrive, je suis encore plus content. Alors, il y a Yvon de Terrebonne qui est d'accord avec vous. Il dit « J'y crois quand ça fait mon affaire. » Yvon de Terrebonne, on vous adore. Alors, continuez à nous écrire et à nous appeler. Alors, on va passer maintenant à un débat. Parce que moi, je trouvais ça intéressant de vous avoir. Et puis, vous devez laisser l'occasion, bien sûr, de me prédire toutes sortes de belles choses et nous prédire toutes sortes de belles choses pour 2025. Mais j'avais envie de confronter votre opinion. Alexandre Aubry, à Claude Lafleur. Claude Lafleur, qui est journaliste scientifique spécialisé dans l'exploration de l'espace. Et vous avez écrit il y a quelques temps de ça, je me souviens plus en quelle année, en 2000... Non, attendez, c'est pas ça. Bon, enfin, bref. Oui, j'ai écrit beaucoup, Sophie. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour, Claude. Bonjour. Alors, bonjour, vous avez écrit à un moment donné un truc très rigolo, un texte très amusant sur l'astrologie. Vous êtes, vous, du côté des sceptiques et des dubitatifs. Pourquoi, Claude? En fait, là, moi, dans les années 90, j'étais membre des Sceptiques du Québec et je me suis posé une question. Je veux pas croire ou non, je veux savoir si ça fonctionne, l'astrologie. Donc, j'ai fait une série de petites recherches, de petites enquêtes pour voir, par exemple, et vous l'avez cité un peu tantôt, d'ailleurs, bravo Sophie, vous êtes une bonne sceptique, on prend pas le livre d'astrologie 2025, on prend le livre d'astrologie 2024 et on regarde si ce qui a été écrit dans le livre, c'est pertinent. Ouais. J'ai fait ça tout au long des années 90 et pour arriver à un résultat où non, pas vraiment. D'ailleurs, non seulement, souvent dans les livres d'astrologie, je ne sais pas si c'est le cas de M. Aubry, mais il y a des prédictions sur les événements internationaux. Qu'est-ce qui va se passer sur Terre? Mm-hmm. Et on a ça aussi des fois au début dans les journaux, on nous publie qu'est-ce que les astrologues nous annoncent pour 2025. Quand on fait ça, on découvre deux phénomènes. Le premier, c'est que les événements que les astrologues nous annoncent ne se sont pas produits, à moins que ce soit des généralités, et les événements qui nous retiennent l'attention en fin d'année n'ont pas été annoncés par les astrologues. La même chose, si vous prenez votre livre d'astrologie... Il n'y a pas une bonne moyenne au bâton. Il n'y a pas une bonne moyenne au bâton. Ouais. D'ailleurs, M. Aubry nous fait une belle démonstration. Nous dire que dans la première moitié de 2025, ça va brasser pas mal, il va se passer plein de choses, ce ne sera pas agréable exactement.
faut pas être devin, là. Il y a Donald Trump qui rentre au pouvoir le 21, qui va semer le chaos aux États-Unis, possiblement au Canada et un peu partout à travers le monde. J'espère qu'il a raison pour la deuxième moitié de l'année. Mais moi, ce que j'ai fait beaucoup dans les années 90, c'est que je prenais les écrits des astrologues, j'attendais que l'année passe et je faisais le bilan. Et j'invite les gens à faire la même chose. Vous allez voir votre astrologue, elle vous fait un certain nombre de prédictions, etc. Mettez ça de côté, regardez une fois l'année passée. Et ce que vous allez observer, parce que je l'ai fait pendant une dizaine d'années, c'est que il y a certaines prédictions qui s'avèrent, beaucoup ne s'avèrent pas. Surtout des prédictions générales. Hein. Moi, si je vous annonce que d'ici 3 mois, il va neiger puis il va faire froid, je pense pas me tromper. Oui, si je vous annonce que le 12 février, le Canadien va remporter la victoire 6-0, j'ai moins de chances de remporter. Alors, vous avez les prédictions d'astrologie, Alors, le droit de réponse à Alexandre Aubry. En fait, je trouve ça très pertinent et c'est un excellent exercice justement à s'investir. Et d'ailleurs, il aurait été assez surpris de consulter mon livre Horoscope 2020 où à la page 15, on y voit très bien, nous serons soumis à une quarantaine assez spectaculaire. Hein? Oui, tout à fait. Oui, attendez, on tue la une, là. Non, on tue pas la une, Sophie, on tue pas la une. Parce que souvent, les astrologues font des dizaines, sinon des centaines de prédictions, qu'il y en a une qui s'avère vraie de temps en temps. Et ça, c'est une autre analyse que j'ai faite. Quand même. Non, mais je trouve ça intéressant qu'il sort son livre de 2020, pas de 2021, 22, 23, 24, 25. Il n'y a pas eu de phénomène si marquant. Donc, c'est ça, il y en a... Attendez, juste 2 secondes. Claude, juste 2 secondes. Oui, Sophie. Moi, je suis quand même scotché. Là, je suis quand même sur mon siège. Il faut que je m'attache pour pas tomber. Vous êtes en train de nous dire que vous aviez prédit la pandémie de 2020. Qu'est-ce qu'il y a écrit au juste? J'ai écrit que nous serions soumis à une quarantaine surprenante ou spectaculaire. Je ne me rappelle plus du mot. Mais il faudrait avoir les mots exactement. Là. Oui, attendez 2 secondes, Claude. Je veux vraiment pouvoir un peu gérer les deux positions ici. C'est qu'en fait, ce que vous nous dites, Claude, c'est que une des prédictions d'Alexandre Aubry s'est avérée, mais il y en a peut-être 39 autres qui ne se sont pas avérées. Donc, même une horloge arrêtée à raison 2 fois par jour. Exactement. Puis en même temps, ce que je vous dirais, c'est que comme les prédictions sont quand même assez vagues, qu'est-ce qu'on peut faire des prédictions? Si je vous dis, Sophie, que cette année, il y a quelqu'un près de vous qui va subir une opération très, très grave, mais je vous dis pas qui, je vous dis pas quand, je vous dis pas comment, vous pouvez rien faire avec cette prédiction-là. Mm-hmm. Fait que souvent, les prédictions sont... Vous dire qu'il va arriver quelque chose d'important cette année, oui, mais quoi? Fait que vous dire que faire 39 prédictions, pour prendre votre chiffre parce qu'il est probablement le bon, et qu'il y en a une qui se réalise comme quoi il va y avoir une quarantaine, on peut rien faire avec ça. Et souvent d'ailleurs, quand on va voir son astrologue, il va nous faire des prédictions aussi générales qui va faire que... moi, je me souviens quand j'étais jeune, un de mes frères était allé voir un astrologue, il avait dit que quelqu'un dans son entourage allait mourir durant l'année. Toute l'année, les gens... Ben oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Alors, oui, mais ce n'est pas vous qui êtes allé consulter. C'est donc plus ou moins pertinent ce que vous pouvez nous raconter dans le sens où... moi, je suis allé voir des astrologues. Claude, s'il vous plaît, je veux vraiment que ce soit un débat discipliné. Parce que c'est quoi votre signe, vous, Claude? Je ne sais pas. Vous devez être un bélier. Vous devez être un bélier. Alors, on va laisser Alexandre quand même s'exprimer. En fait, effectivement, dans une consultation, c'est sûr que là, on va dans des thèmes beaucoup plus précis. Et évidemment, je ne peux pas garantir les résultats des autres astrologues. J'utilise, mais parlez pour vous. Exactement, ma propre technique. Et je ne peux que vous dire que j'ai énormément de clientèle qui reviennent année après année. C'est certainement parce que... C'est des clients satisfaits. Exactement. Mais ce sont des clients satisfaits, Alexandre, parce que vous avez vu juste ou parce que vous leur avez dit ce qu'ils voulaient entendre? Vous comprenez, mais je vous pose la question parce que les gens se la posent. C'est une excellente question. Et évidemment, personnellement, mon objectif est de leur offrir effectivement qu'est-ce que la période concernée leur réserve et comment ils doivent un peu l'affronter, se sentir, comment ils vont la vivre. Et c'est tout ça que j'essaie de décrire avec le plus de précision possible. Et lorsqu'on me revient, par exemple, l'année d'après, ou des fois c'est 2 ans, des fois c'est 3 ans, des fois c'est le mois suivant, ils me
me dit ce que tu as dit, c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, je trouve ça intéressant comme métier. Moi. D'accord. Ben oui, ben non, mais si les gens sont contents. Claude, vous avez écrit un texte il y a quelque temps de ça où vous jouez à un jeu. Vous dites, dans le fond, si je vous proposais le livre de votre vie et que je vous disais précisément, par exemple, vous commencez une relation amoureuse, je vais vous dire comment ça va finir cette affaire-là. Je vais vous dire à quel âge vous allez mourir, quelle date, exactement tout ce qui va vous arriver. Vous proposez ça à des gens et il y a personne qui a envie de connaître le livre de sa vie. Donc, peut-être les gens n'ont pas vraiment envie de savoir ce qui s'en vient pour eux. Ben exactement, tout à fait. L'expérience que j'ai faite, effectivement, les gens veulent pas savoir. Ben, écoutez, au début d'une relation amoureuse qui risque de se terminer au bout de X mois, années ou pas, on veut pas savoir comment ça fait. Mais je veux revenir sur ce que M. Aubry disait. Il y a des clients qui viennent le revoir parce qu'ils sont satisfaits. Il ne parle pas des clients qui ne viennent pas le voir et qui ne sont pas satisfaits. Mais moi, plus simplement, là, j'inviterais les gens, quand ils vont le voir, d'enregistrer toute la conversation, probablement que ça se fait. Moi, je l'ai fait, je suis allé voir des astrologues. Ils ont le droit de vous enregistrer? Oui, je recommande fortement d'accepter et après ça, et surtout, ce qui est très important, c'est avant de retourner le voir, puis je ne veux pas lui causer des problèmes financiers, là, de réécouter l'enregistrement puis de voir si c'est pertinent. Parce qu'on a une mémoire sélective. S'il fait, mettons, il fait 10, 15 prédictions, puis il y en a une qui s'avère vraie, on va la retenir, on va oublier les 14 autres. Donc, il faut, moi, là, ma démarche, c'est jamais de dire est-ce que je crois ou non à l'astrologie, c'est de vérifier. Et je dis aux gens, vérifiez ce que l'astrologue vous a dit la dernière fois. Puis très souvent, vous allez probablement d'ailleurs été témoin du phénomène, les gens vont voir un astrologue 2, 3, 4 fois, puis ils disent non, il est pas bon, je vais changer pour un autre. Puis là, ils trouvent un autre, lui, il est excellent, lui, il est extraordinaire ici, ils vont le voir 2, 3 fois. Puis finalement, ils laissent tomber. C'est un peu comme les coiffeuses pour les femmes. Là. Souvent, vous changez de coiffeuse. L'idée, c'est toujours de vérifier. Et si vous faites ça, parce que moi, je l'ai fait dans les années 90, je suis allé voir des astrologues. D'ailleurs, il y a un article qui a été publié dans le Québec Science à l'époque. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je le relate d'ailleurs dans un article. Mais je veux dire, je suis allé voir l'astrologue qui m'a fait des prédictions et à peu près toutes les prédictions étaient plus ou moins erronées, à moins qu'elles soient vagues, parce que qu'il va m'arriver des belles choses en 2025, je le souhaite à tout le monde. Mais qu'est-ce qui va m'arriver précisément? C'est une autre paire de manches. Mais vérifions toujours ce que l'astrologue dit. Vérifions par après ce que l'astrologue dit. Mais Alexandre, je pense qu'il faut faire une distinction, par exemple, entre votre livre, où vous faites des prédictions générales selon les signes pour 2025, et quelqu'un qui vient vous voir dans votre cabinet ou peu importe et qui vous demande une carte du ciel. Exactement. Le processus est relativement différent. Tout d'abord, il faut savoir se connaître un petit peu, comme j'ai expliqué tantôt. Qu'est-ce que c'est qu'un scorpion? Qu'est-ce que c'est qu'un bélier? Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, s'il y a quelqu'un comme moi ou comme Claude qui n'y croit pas du tout? Ce que vous m'avez dit, par exemple, il ne me consulte pas? Oui. Absolument. C'est comme ça. Mais, monsieur Aubry, ça vous tente pas? Attendez-moi juste 2 secondes, Claude, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous tente pas s'il y a quelqu'un, justement, qui vient vous voir et puis qui vous met au défi de le convaincre? C'est arrivé tellement souvent. Oui. Notamment à l'époque, j'étais à la radio, j'ai croisé énormément de gens, dont des sceptiques, et je me souviendrai toujours, la personne était vierge. À l'époque, Saturne était en vierge. Ah, OK, vierge. OK, d'accord. Je dis ça comme ça. Et là, je disais, la personne, ça devait être les 2 dernières années un peu difficile et maintenant voici que on se retrouve dans une position où on est beaucoup plus confiant face à l'avenir et la personne a dit OK, mais c'est exactement ce qui est arrivé, effectivement. Mais ça, c'était une simple généralité pour les vierges. Alors, il y a des détails comme ça, comme je dis, qui viennent rechercher énormément chez beaucoup de gens. Et pour certains, effectivement, quand on n'y croit pas du tout et qu'on ne veut pas croire à l'astrologie, ben on se dit, ça peut être vraiment le fruit du hasard, etc. Mais à un moment donné, quand il y a une graine qui est semée puis il y a quelque chose qui a poussé, il y a quand même une certaine vérité dans cette plante-là qui a poussé. On va semer 50 graines, il y a seulement un qui pousse, mais elle est pertinente. Oui, je suis pas sûre de votre analogie, mais je vais laisser plutôt Claude Lafleur réagir à cette analogie. Est-ce que si on plante 50 graines et qu'il y en a une qui pousse, ça veut dire que les graines sont bonnes ou simplement que celle-là, on lui a donné plus d'attention? Claude? Poser la question et y répondre, mais j'aimerais savoir, M. Aubry, on peut tous s'entendre sur une chose, vous et moi, que votre livre vaut pas grand-chose.
vous venez à peu près de le dire, que c'est des généralités, des banalités. Mais ça vaut la peine d'acheter votre livre. Ben non, c'est ça qu'il a dit. Là, c'est vous qui avez un discours plus ou moins intéressant en ce moment-là. Là. En fait, au contraire, je disais que beaucoup de généralités viennent tout de même chercher bien des gens et dans certaines circonstances, ce qui est bien inscrit, et la généralité correspond à ce à quoi la personne a vécu dans son ensemble, dans le gros. Il faut peut-être pas nécessairement toujours chercher les petits détails. Et ça, ben, quand on les cherche, en fait, l'idée, c'est que c'est au niveau personnel, les petits détails sont beaucoup plus faciles à les distinguer, alors qu'au niveau, effectivement, comme dans un livre, on va aller chercher davantage les grandes tendances, les détails les plus pertinents qui vont marquer l'ensemble, par exemple, de l'année, d'un mois spécifique, comme dans le livre. Ouais. C'est davantage sous cet angle-là qu'il faut effectivement lire et adapter le contenu à sa réalité, bien entendu. T'sais, si je parle effectivement du mot famille, la personne qui le lit n'a pas de famille, peut-être qu'il faudrait adapter ça à sa vie sociale, par exemple, le discours. Je comprends. Il y a quelqu'un qui nous écrit en disant « J'ai vécu... quelqu'un qui écrit « J'ai vécu de la discrimination par les femmes scorpions qui veulent pas sortir avec des gémeaux. » Je me demande, je suis déjà sortie avec un gémeau, mais de toute façon, maintenant, j'ai trouvé le bonheur avec un lion. Alexandre Aubry, vous êtes astrologue. Claude Lafleur, vous êtes journaliste scientifique. Merci à vous deux de vous être... Oh, regardez, Claude Lafleur, vous avez l'air sceptique. Merci. On ne pourra pas sortir le scepticisme du sceptique, hein? Non, merci mais beaucoup. Oui, mais c'est la fin. Merci beaucoup, Claude Lafleur. Merci beaucoup, Alexandre Aubry. Ça fait plaisir. Très intéressant. Alors, si vous y croyez, si ça vous intéresse, le livre d'Alexandre Aubry, Horoscope 2025. On n'a pas le temps, évidemment, de passer à travers chacun des signes, mais merci beaucoup, Alexandre, de vous être prêté à l'exercice. C'est très gentil. De joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Alors, on est avec Rémi. On a changé notre petite installation. C'est plus confortable comme ça, sur des petits canapés pour finir l'année, parce que, oui, les amis, c'est la dernière émission pour nous, en tout cas de la programmation régulière aujourd'hui. Et Rémi, tu as choisi de nous parler de la façon dont les gens se comportent dans les magasins. Il y a eu des articles dans les journaux qui disent que les commerçants sont tannés des incivilités des clients. Mais toi, tu as été récemment... T'as vécu le contraire, c'est une serveuse qui a été désagréable. Explique-nous ça. Écoute, ça s'invente pas, c'est arrivé hier soir. Ben oui, raconte. Donc, hier soir, je suis allé souper avec des amis que tu connais, que je ne nommerai pas parce que, bon, ils m'ont pas autorisé à raconter cette histoire-là et je le fais pareil. Dans une pizzeria, que je ne nommerai pas non plus, parce que ça sert à rien, on a très bien mangé en réalité, et j'aimerais ça nommer le nom du restaurant pour pouvoir leur faire de la promotion, mais je ne peux pas parce que il y avait une employée de cette pizzeria de Villeray, quand même, qui nous a accueillis, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Alors, je t'explique. Juste pour dire quand même, les gens avec qui t'es sont des gens plus dans la même mouvance que toi, plus centre-droit, nationaliste, etc. Des nationalistes. On était 6 autour de la table. Et moi, je suis quelqu'un d'un peu paranoïaque dans la vie, de très attentif en tout cas. Oui. Alors, depuis le début là, du souper, je remarquais un comportement étrange chez la serveuse. Elle regardait... Agressif? Même dès le début, c'était pas exactement ça. C'était des regards insistants. Elle riait avec ses collègues en nous pointant du doigt, mais discrètement. Et là, j'avertissais mes amis. Je leur disais, écoutons, je pense qu'on est tombé dans un restaurant où on est reconnu, puis on n'est pas pour les bonnes raisons. Pas vraiment apprécié. Et donc... Ça faisait longtemps qu'on s'était vus, nous 6, donc on a pris un moment avant de commander. On nous a servi à boire et là, la serveuse revenait, nous disait « Est-ce que vous êtes prêts à commander? » Et il y avait un des 6 qui renvoyait souvent la serveuse en disant « Plus tard, non, pas long, on va bientôt. » Et à un moment donné, elle est arrivée puis elle a dit « Là, on va commander. » Elle avait décidé ça. Ouais, elle a dit « Je vais commander, là, c'est de toute façon, ici, c'est pas démocratique. » Là, j'ai dit, c'est pas démocratique. C'est bizarre. Là, ça a l'air d'être trop politique là, comme relation en ce moment, ou en tout cas trop idéologique. Et là, donc, on a commandé. Et là, moi, j'ai continué à dire à mes amis, je suis sûr et certain qu'on a été reconnu. C'est bizarre. Et là, c'est devenu assez évident parce que à la fin du repas,
elle est venue ramasser les assiettes et là, je lui ai demandé, parce que je voulais tester ma théorie, puisqu'on parlait de politique, j'ai dit « Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez? » Et là, elle m'a répondu, elle dit « Moi, je ne parle pas avec vous. Je vous ai reconnu. Je vous écoute à Cube. En fait, je vous écoute à Radio-Canada parce que, dans le fait, elle nous écoute à La Journée est encore jeune quand Olivier Niquet s'intéresse à notre travail. Et là, elle a dit « Je m'en vais chercher les factures. C'est terminé. » Quelque chose comme ça. Et on a payé et moi, je lui ai donné un très bon type, comme je fais tout le temps et j'aurais peut-être pas dû. Donc, tu lui as donné un très bon pourboire, mais je voulais que tu nous racontes cette anecdote-là, Rémi, parce que des fois, les gens pensent que elle a parfaitement le droit, comme serveuse, d'avoir ses opinions, mais à partir du moment où elle vous donne un moins bon service, où elle est agressive avec vous, parce qu'elle n'est pas d'accord avec vos opinions politiques, c'est là que je suis pas d'accord, puis que je trouve que c'est pas correct, voyons. C'est évident. Moi, j'ai travaillé dans la restauration longtemps, puis il m'est arrivé de servir des gens que je n'aimais pas, puis tu peux pas le laisser paraître. T'es pas ici pour faire valoir tes opinions. T'es au service des clients. D'ailleurs, tu es un serveur, donc c'est exact. C'est écrit dans le titre que tu occupes et que tu remplis. Même qu'à un moment donné, tu t'es demandé si tu devais pas te questionner à savoir si elle avait craché dans ton assiette. Je lui ai même demandé parce que justement, quand elle a dit « Je parle pas avec vous, moi je vous écoute », là, j'ai compris qu'elle se rangeait plutôt à gauche sur le spectre des idées. Et là, j'ai dit « Là, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Effectivement, est-ce que tu n'as pas craché dans notre pizza? » Elle dit « Je n'irai pas jusque-là. » Et là, elle me dit « Mais vraiment, quelle mauvaise expérience, finalement. » Et je me demande si, c'était la première fois que ça m'arrivait, en toute franchise, là. Je me demande si ça arrive pas de plus en plus, ça, dans un monde où, effectivement, là, les gens sont de plus en plus polarisés, de plus en plus décomplexés sur ces affaires-là, où il y a de moins en moins aussi d'étiquettes. Hein? L'étiquette, parce que c'est ça le sujet du jour. En fait, je voulais que tu racontes cette anecdote-là parce que je trouvais que c'est comme une inversion, finalement, du fardeau de la preuve, parce que le sujet réel dont on voulait parler, c'est cette hausse des incivilités dans les magasins, où ce sont plutôt les clients qui se comportent mal avec le personnel, que ce soit les vendeurs ou que ce soit les serveurs. Puis ça, c'est dérangeant parce que on met ça sur le dos de plein de raisons. Toi, t'expliques ça comment? Le fait que les gens soient de plus en plus désagréables avec les serveurs ou les vendeurs. Écoute, très simplement, là, alors que tout le monde met ça sur le dos de la COVID, tout le temps la COVID, la maudite COVID, les gens mettent ça sur le dos de la grève à Post Canada, il y aurait de plus en plus de gens dans les magasins, ça expliquerait ça. Moi, c'est pas là, je pense, qu'on trouve l'origine de ce problème. C'est très simple. Il fut un temps, ça fait pas si longtemps que ça non plus, Sophie, où on avait un réseau de commerce. On allait chez notre quincaillier, on allait chez notre épicier, on allait au dépanneur. Exactement. Et là, maintenant, dans un monde où tout s'achète en ligne et où peut-être qu'il y a une incertitude économique qui nous pousse à être mathématique dans notre façon de transiger seulement, eh bien là, on essaye toutes sortes de commerces et finalement, on ne tisse aucun lien durable avec les commerçants. Et là, ça nous incite à ne pas forcément imposer le respect et installer une belle ambiance. Et moi, je pense que, honnêtement, là, pour être quelqu'un qui achète des choses au quotidien, il y a beaucoup d'employés qui ne nous regardent même plus dans les yeux. Vous arrivez au comptoir, puis si on vous présente la machine comme ça, il y a même pas de contact. C'est même pas 12 et 26, monsieur. Comment allez-vous payer? On vous met la machine comme ça, et là, vous sortez votre carte et vous payez, c'est terminé. Et ça a changé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, tout à fait raison. Quand ce ne sont pas des incivilités... On a rendu quelque chose qui est quand même un rapport humain. Je vais dans ton commerce, tu me vends quelque chose ou tu me vends un service. On a rendu cette relation-là tout à fait impersonnelle. Et qui dit impersonnel dit plate et froid, et c'est vraiment dommage parce qu'en effet, avant, bonjour, tu rentrais dans un commerce, tu disais bonjour aux gens, puis bon, tu avais un sourire, il y avait un échange. Là, maintenant, c'est purement une transaction commerciale. Oui, puis j'ai pas la nostalgie des pays d'en haut, là. Je suis pas en train de vous ramener au 19e siècle. Non, je vous parle des années 90, au magasin 2000, général, au magasin, chez l'épicier puis chez le notaire. Non, je vous parle d'un monde où vous échangez un peu, où vous prenez le temps, et où, lorsqu'il n'y a pas des incivilités, il n'y a pas non plus le froid. Parce que c'est peut-être pire que les incivilités, le froid. L'absence de dialogue, la machine qu'on vous tend parce que vous devez payer et vous en allez rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais même, tu vois, sans rentrer en effet dans les affaires des pays d'en haut, mais tu sais, par exemple, juste aller dans un café. Normalement, c'est l'affaire la plus... C'est vraiment... Ça, c'est un commerce de proximité. Il y a des habitués, des gens qui sont là tous les jours. Mais tu remplaces le café de proximité par un Starbucks, par exemple, pour pas les nommer,
où le seul rapport de civilité que tu as avec les gens, c'est le fait qu'ils écrivent mal ton nom sur la tasse, sur la tasse en carton. Mais je veux dire, on a rendu quelque chose qui devait être normalement chaleureux puis sympathique en quelque chose de froid et de commercial, une multinationale. On va se quitter là-dessus. Rémi, je te remercie pour cette belle année. Je te souhaite un joyeux Noël. Oui. Je vais te souhaiter un joyeux Noël et une très belle année 2025. Toi aussi. Bye-bye. Merci, Rémi. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson devient un classique? Ça, c'est une question générale. Mais qu'est-ce qui fait qu'une chanson de Noël devient un classique, tellement classique qu'on a l'impression que cette chanson-là a existé de tous les temps. On a l'impression qu'elle fait partie de notre quotidien. Et chaque année, à chaque Noël, on a envie de la chanter à nouveau. J'ai envie de poser la question à Maryse Letarte, qui est auteure, compositrice, interprète, pianiste. En plus, elle est animatrice de Les Comptines de Maryse à Télé-Québec. Maryse, bonjour. Bonjour, Sophie. Maryse, c'est comme une blague dans le milieu culturel. Tout le monde sait que je déteste les chansons de Noël. C'est vrai, oui. Mais, parce que pendant des années au Choix de Sophie, pendant des années à la radio, je fais toujours des blagues là-dessus, mais je fais toujours une exception. Parce que toi, tu as sorti il y a plusieurs années un premier puis un deuxième album de Noël. Et il y a là-dedans des classiques indémodables que j'adore. Est-ce que tu fais face souvent à des gens qui disent « Oh mon Dieu, les chansons de Noël, plus capables ». Oui, ben j'en faisais partie d'ailleurs. Avant, tu n'aimais pas les chansons de j'en Noël. fais partie. Non. Es-tu sérieuse? Ben là, on a un scoop, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu n'aimais pas les chansons de Noël? Je suis contente de savoir que je suis pas seule. J'aimais pas Noël. Moi, j'aimais pas Noël. La fête comme telle. Ça me stressait. Oui. Parce que trop de pression à la perfection. Ouais, les réunions de famille, tout ça. C'est ça. Je te comprends tellement. Comme des millions de gens. C'est ça. C'était pas ma période préférée de l'année. Donc, ça a commencé par une chanson qui critique Noël. Au traîneau dans le ciel, c'était ma critique de Noël. Absolument. Alors que j'étais en train de faire un album normal. En réalité, tu sais, j'ai pas décidé un beau matin, moi, je vais écrire un disque de Noël. Là. Donc, ça a commencé par une critique de Noël. Puis justement, parce que je faisais un album normal, je me disais, je peux pas mettre cette chanson-là dessus. Je l'avais juste mise sur Internet. Puis il y a vraiment eu une grosse réaction, tu sais. On n'est pas toute seule à pas être 100% Noël, là. Puis... Et c'est à cause de cette réaction-là que tu as dit, ben là, je vais la prendre, je vais la mettre sur un album, mais ça me prend d'autres chansons de Noël. Alors, avant d'aller plus loin... j'ai pas été assez vite pour me dire ça tout de suite, mais pas tout de suite. Non, alors, on l'a, la chanson, évidemment. On a « Au traîneau dans le ciel ». On va écouter ça ensemble, en se recueillant, puis en commençant à se mettre quand même dans l'esprit des fêtes. Qu'est-ce que Noël a fait de nous? Il nous a tous mis à genoux. Au traîneau dans le ciel. N'oublie pas l'essentiel. Au traîneau dans le ciel. Alors, c'est ça, dans cette chanson-là, tu dis, Noël, tu nous as mis à genoux. Ouais. Et c'est ça aussi, beaucoup de gens, ce qu'ils reprochent à Noël, c'est que ça nous épuise au lieu de nous ressourcer. Oui, je dis Noël blanc, on nous saigne à blanc. Ça coûte cher. C'est sûr, c'est dit dans la tendresse, mais c'est quand même une critique. Ça coûte cher, ça nous épuise, puis... Tu vois, souvent dans mes spectacles, je dis aux gens, tu sais, moi, je rêvais en faisant cet album-là qu'au lieu qu'on s'épuise à chercher des cadeaux, on soit des cadeaux les uns pour les autres, au lieu d'arriver à Noël puis de pas être un cadeau. Tu sais. Mais c'est malheureusement un vœu pieux. Je veux dire, en bout de ligne, on tombe dans le piège à chaque année. Et donc, jamais il était question pour moi de faire un disque de Noël. C'est ça. Après avoir composé une chanson sur l'hiver, à mon souvenir, c'était Ange de neige. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire un album concept. Tu sais, je me disais, ça serait un beau défi de faire que des chansons sur les fêtes de fin d'année et sur l'hiver.
Des pas dans la neige. Puis là, c'est là que c'est ça, en bout de ligne, au bout de l'année. Hein. Moi, je suis arrivée la broue dans le toupette au Noël suivant, mais à cause de mon album. Alors, c'est absolument hallucinant parce que, mais je peux raconter plein de succès sur cet album-là de Noël. En 2011, un grand quotidien allemand qui a installé ton album au sommet de son sapin de Noël, des meilleurs albums des fêtes de tous les temps. Céline Dion a déjà mis ton album dans sa liste d'écoute sur Spotify. C'est encore cette année? Oui. Est-ce que tu l'as rencontrée, Céline? Ben non, jamais. Toi? Oui, 7 fois pour le magazine 7 jours. Oui, très sérieux. Vrai? Oui, j'ai fait 7 entrevues avec Céline au fil des ans. Donc, si tu veux, une 8e fois, je pourrais l'interviewer puis lui parler de ton album de Noël. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand Céline Dion dit aux gens de Spotify, ma liste de Noël, il y a du Maryse Le Tart, c'est bon pour toi. Ben là, c'est incroyable, c'est surréel pour moi, là. Céline, ses chansons de Noël à elle, ses interprétations de classiques de Noël, d'autres grands succès incontestables américains pour la plupart, tu sais, Michael Bublé et compagnie, ou des vieux classiques. Puis t'as Boom Boom qui est là. C'est quand même incroyable. Alors, on va écouter Boom Boom parce que moi, c'est une chanson qui, dans une période qui est peut-être plus difficile, me met de la joie au cœur. Et je te le dis, mais je le redis publiquement, c'est à peu près la seule chanson de Noël que je suis capable d'écouter. Et pas juste une fois, de l'écouter en boucle. Alors, on écoute Boom Boom. C'est l'autre des amours épris, c'est la peau du tambour. Et puis, ce sont les flonflons de minuit qui font boum, boum, boum. Merry little Christmas. Merry little Christmas. Une école en Espagne qui fait chanter Boom Boom aux enfants pour leur apprendre le français. Oh oui, madame. C'est fou. Ça doit te toucher beaucoup parce que t'aimes les enfants. Et de savoir ça, ça a dû te toucher énormément. C'est un lycée, c'est des adolescents. Ils chantent la Boom Boom en français, parce qu'il y a 2 versions de Boom Boom, mais celle en français, avec leur accent espagnol. C'est incroyable, c'est touchant. Boum, boum, c'est trop charmant. Et donc, un succès planétaire. Parle-moi du Japon, parce qu'en fait, il pourrait y avoir une histoire autour de tes albums de Noël dans chaque pays, à peu près en Europe, en Asie. Oui, ben c'est que l'album Départ dans la neige a été mis en marché sur vraiment plusieurs territoires. Oui. En Asie, oui, puis en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux États-Unis. Au Japon, c'est que sur un blog, il y a quelqu'un qui faisait un accord recette et chansons de Noël. Ça, c'est une anecdote. Mais non, mais c'est drôle quand même. Oui, vraiment. Watashi tabashimasu. Ben, le livret a été traduit. Traduit en japonais, c'est drôle. Oui. Puis en mandarin pour le Taïwan. C'est un label taïwanais qui a sorti, Aurora, qui a sorti ça sur le territoire asiatique. Il y a un DJ allemand qui a mis Boom Boom sur une de ses compilations qui, elle, a fait le tour du monde aussi. Fait que, grâce aujourd'hui là, aux outils comme Shazam, la semaine dernière à Haïti, j'avais fait Shazam. Ils sont pas en guerre civile. On écoute Boom Boom. Là, moi, je savais pas ça. Quand quelqu'un fait Shazam, donc Shazam, c'est ce qui nous permet, on prend ça, il y a une chanson qui joue, quelqu'un fait Shazam, et puis là, ça permet d'identifier la chanson. Oui. Toi, tu le sais que les gens ont fait des demandes Shazam? On a un rapport à chaque semaine. Ben oui. Fait que moi, je peux voir mes chansons jouer partout. Ben, mes chansons de Noël, là, jouer partout dans le monde. C'est très drôle. C'est incroyable. Il y a quelqu'un quelque part en Haïti, en pleine guerre civile, ou en tout cas, avec toutes sortes de problèmes. Mais en même temps, c'est charmant, Maryse, parce que ça signifie, c'est encore une fois le pouvoir fabuleux de la musique, le pouvoir fabuleux de la chanson, d'aller toucher le cœur des gens. Puis c'est pas quétaine de dire ça, c'est vrai. Oui. Ben oui, bien sûr. Ça fait du bien même biologiquement, là. Mais aussi, ça permet de s'évader, ça permet d'imaginer de ce qu'on veut de Noël. Puis c'est ça, moi, qui est arrivé à partir du moment où j'ai décidé que j'écrivais que sur ça.
au lieu de continuer à critiquer Noël, je me suis comme créé mon Noël. Fait que je pense que c'est pour ça que ça rejoint autant de gens qui ont des émotions mixtes là, par rapport à la fête. Tu sais, c'est comme un Noël magnifié, là. Oui, puis c'est un Noël aussi sur mesure, c'est-à-dire qu'on le bâtit nous-mêmes. C'est un Noël Ikea. On prend... c'est vrai. Ben oui, mais c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on aime de Noël, on prend ce qu'on on veut. élimine ce qu'on n'aime pas, la pression, les réunions de famille, si on n'a pas envie d'y aller. On n'est pas obligé. Puis de garder juste... J'aime beaucoup ton image de, au lieu d'arriver à Noël et qu'on n'ait pas un cadeau, d'être soi-même un cadeau à Noël et de ne pas être obsédé par donner des cadeaux, acheter des cadeaux. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que le geste de donner, d'offrir, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est merveilleux. Mais c'est le shopping, la pression, on s'en met trop ses épaules, puis on confond le symbole de notre amour avec les cadeaux. On dirait que plus on aime quelqu'un ou au contraire, plus la relation n'est pas au niveau qu'on voudrait. En tout cas, on mêle tout ça. C'est pour ça qu'on arrive avec des sentiments très confus, mélangés. Mais je pense que c'est ça aussi. Mesclun de sentiments. Mesclun, coudonc, l'amour Ikea, puis mesclun de sentiments. On est dans les images, mais je pense que c'est ça qui a touché sûrement les gens, outre le fait que la musique est absolument splendide. Hein, c'est ça aussi, puis c'est ta voix, puis c'est tout ça, c'est un ensemble de toutes ces choses-là. Mais ça fait en sorte que de Tokyo à Berlin, en passant par Longueuil et Chibougamau, que les gens ont été touchés par tes chansons et qu'elles durent, parce que ça fait combien d'années qu'il est sorti, ton album? Depuis 2008. Donc. Ça fait 16 ans que tu roules avec des chansons de Noël. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on gagne notre vie en faisant des chansons de Noël? Oui. Okay. Mais il faut continuer à travailler, là. Mais c'est bien, parce que moi, continue de jouer, pour une fille qui n'aimait pas faire Noël, des spectacles. Merci beaucoup, Maryse Letard. Sophie. Ça a été vraiment un immense plaisir. J'aimerais profiter de ces dernières secondes pour remercier une équipe formidable qui m'a accompagnée pendant toute l'année. Marianne Bessette qui a fait un travail fabuleux à la recherche. Hugo Veilleux qui est venu se joindre à nous il y a quelques temps. André-Sylvain Latour, à la rédaction en chef. Jean-Philippe Leroux, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup, Jean-Philippe, qui est nos yeux et nos oreilles en régie. Merci à vous d'avoir été là. On se voit en janvier 2025. Kid.